Bonjour et bienvenue à cette web conférence qui concerne les résistances au changement, comment identifier et traiter les résistances physiques, psychologiques qui opposent au succès de la thérapie et au changement. Cette web conférence va être animée essentiellement par Philippe Côte. Philippe Côte qui est directeur de l'EFPI. Le FPI étant l'école de la thérapie intégrative. Bonsoir Philippe, je suis moi-même Daniel Brunet, psychothérapeute à Marseille. Donc, pourquoi ce sujet est-il si important, le sujet des résistances à la fois psychologiques et physiques au changement? D'une part, parce que finalement, c'est sans doute la façon la plus simple d'augmenter mon efficacité thérapeutique, hein, que de repérer les mécanismes qui font échouer une thérapie et de s'en occuper. Deuxième raison, eh bien, c'est que finalement, ce traitement des résistances au changement est le préalable à tous les traitements ultérieurs. Finalement, c'est un peu le cœur, on le verra tout à l'heure, d'une phase de stabilisation qui est une phase préalable notamment au traitement des traumas. Et puis, troisièmement, à noter que ces résistances sont extrêmement fréquentes. Le déséquilibre, par exemple, du système nerveux autonome, l'une des catégories de résistance dont on va parler ce soir, touche probablement 80% des patients qui nous consultent. Donc ces résistances sont très importantes parce qu'elles vont maintenir le patient dans un ressenti de danger, et elles vont faire finalement à choper n'importe quelle démarche thérapeutique si elles ne sont pas traitées en début de parcours, quelle que soit la forme de thérapie dont on est en train de parler, bien sûr, hein, d'accompagnement thérapeutique même, parce que ça D'accord. ne concerne pas que la psychothérapie. Oui, je pense que c'est une précision très importante que tu donnes là, Philippe, c'est-à-dire Oui, qu'ici, on ne parle pas d'une psychothérapie particulière, on parle d'un non, ensemble du champ des psychothérapies. Ce oui, tout sujet à fait. concerne le champ entier. Tout à fait. Et même au-delà de la psychothérapie, c'est-à-dire que si je suis ostéopathe et que mon patient arrive avec un système nerveux autonome qui est dans un état défensif, le traitement Mhm. ostéopathique, en l'occurrence, aura aussi sans doute moins d'effet. C'est finalement vrai de la médecine au sens très large. Mon patient va bénéficier de mes soins si son système nerveux autonome est dans un état de sécurité. Hein, on le verra tout à l'heure. Mhm. Précision importante. Donc, quelques exemples. Les déséquilibres du système nerveux autonome altèrent mes capacités d'apprentissage, par exemple. Conséquence, le patient n'est le plus souvent pas en capacité à suivre une thérapie, tout simplement. Deuxième exemple d'une autre résistance au changement, des tensions dans la musculature profonde qui s'installent souvent au moment du trauma ou juste après le trauma, pardon. Et tant que ces tensions se maintiennent dans ma musculature profonde, eh bien, elles vont adresser un message au cerveau lui indiquant que, lui laissant croire en quelque sorte que la menace est toujours présente. Conséquence, il n'y aura pas d'évolution psychologique possible tant que ces tensions se maintiennent dans la musculature profonde. Donc on voit bien que ces questions concernent aussi très directement la psychothérapie. Les résistances psychologiques, elles aussi, vont engendrer une peur du changement qui va être souvent insurmontable pour le patient. La conséquence, c'est que vont se développer ce qu'on appelle parfois de l'auto-sabotage, un phénomène assez bien connu des psychothérapeutes, auto-sabotage qui va venir faire échouer la thérapie. D'accord. Et Philippe, je pense que quand tu nous parles des sensations dans le corps, des muscles qui sont Ouais. contractés, bien sûr, tout ça, c'est inconscient. Ce n'est Oui, tout pas. à fait, exactement, oui, précision. Tout comme les phénomènes d'auto-sabotage sont totalement inconscients, c'est-à-dire que le patient, puisqu'il est là dans mon cabinet, il souhaite évidemment
changer, se libérer de telle ou telle souffrance, mais en même temps, une part inconsciente de lui, dans le même temps, ne veut pas, a peur de ce changement. Tout à fait, ce sont des mécanismes inconscients dont on parle. Hmm. Notre programme, donc, les résistances neurovégétatives. Alors, ce qui est neurovégétatif, c'est tout ce qui se rapporte au système nerveux autonome. Les résistances somatiques, qui résultent de l'affaiblissement de la conscience du corps, de problèmes de posture, de tensions chroniques dans la musculature profonde, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis enfin, les résistances psychologiques. Donc, on va essayer de balayer succinctement, bien sûr, à chaque fois, à la fois l'origine de ces mécanismes, les mécanismes eux-mêmes, comment ça fonctionne, et puis, bien sûr, les orientations thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation? Et on terminera en essayant de voir un peu quelle peut être la place du traitement des résistances dans un accompagnement thérapeutique, dans une démarche thérapeutique globale. On commence par quoi et ensuite, à quel moment devrait intervenir le traitement de ces résistances. À noter qu'une formation portera précisément sur ce sujet, une formation intitulée Expert résistance au changement qui se tient en week-end et dont les 2 prochaines sessions se tiendront en juin et en octobre. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'EFPI. Voyons d'abord succinctement la source de ces résistances au changement ou à la guérison. Ben, la source, ce sont les traumas. Des traumas parfois événementiels, donc ponctuels, des traumas qui peuvent être aussi complexes ou du type 2, comme on dit parfois, c'est-à-dire plutôt des traumas de type relationnel, et puis aussi des traumas transgénérationnels, transmis par des ascendants. Ce sont ces traumas, finalement, qui produisent, euh, un, un, dans certains cas, une traumatisation, une impossibilité d'intégration de ces informations par mon système nerveux autonome, qui en quelque sorte est débordé par l'émotion ou les informations dans l'ensemble. Et cette traumatisation, ben, elle va se manifester d'abord par un dérèglement de mon système nerveux autonome, des séquelles neurovégétatives. On rentrera un petit peu dans le détail des différents cas de figure avec le stress post-traumatique, le figement post-traumatique et ce genre de choses. D'accord, Philippe. Je trouve très Oui, intéressant que tu fasses la distinction entre trauma et traumatisme. En oui. fait, un trauma ne provoque pas systématiquement un traumatisme. Exactement. Alors le trauma, c'est l'événement, la relation ou la situation pénible, le plus souvent. Le traumatisme, c'est sa conséquence. Et effectivement, ça n'est pas finalement l'événement qui fait le traumatisme, c'est la façon dont j'expérimente cet événement. Autrement dit, un même événement, prenons un cas bien connu, l'attentat de Nice a laissé certains euh, avec un traumatisme sévère, et certaines de ces personnes ne sortent plus encore aujourd'hui de chez elles, et d'autres n'ont pas connu de traumatisme du tout, parce qu'elles n'ont pas du tout la même histoire, donc l'événement n'est pas intervenu du tout sur le même terrain. Hmm. Je ne sais pas si ça La même répond à... histoire, et là on pourrait dire dans le thème de cette webconférence, pas le même SNA, pas le même système nerveux autonome. Exactement, tout à fait, tout à fait. Hmm. Tout commence effectivement dans les premières années de la vie avec une relation, notamment aux parents, bien entendu, et à la mère, qui va commencer à façonner le fonctionnement de mon système nerveux autonome. Donc, par exemple, si dans la vie fétale, eh bien, euh, ma mère connaît des événements difficiles et qu'elle est très stressée, concrètement, ça signifie qu'elle libère trop d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol. Les deux organismes sont en symbiose et l'enfant à naître a la malchance d'avoir un système nerveux et en particulier un système de stress, disons-le comme ça, qui est déjà activé et il peut naître
anxieux. Hmm. Donc ces D'accord. séquelles neurovégétatives, donc l'impact sur le système nerveux autonome, va avoir aussi des séquelles somatiques. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, je balaye rapidement. Souvent un affaiblissement de la conscience du corps, des problèmes musculo-squelettiques, hein, une lordose, une syphose, une mauvaise posture de la tête, par exemple, qui s'installe. Mhm. Et puis, ce qu'on évoquait, des tensions chroniques dans la musculature profonde, mais on prendra des exemples très concrets tout à l'heure. Et puis, enfin aussi, les séquelles psychologiques. Hmm. Mais les séquelles psychologiques sont secondaires, c'est-à-dire que les mécanismes d'adaptation psychologique font suite à des changements qui sont, eux, corporels. Hmm. Le psychologique est secondaire. Donc, D'accord. des troubles émotionnels, des troubles cognitifs, des croyances limitantes, par exemple, des troubles du comportement. Bref, on y reviendra. En résumé, donc, tout ce mécanisme crée des résistances inconscientes au changement, à la guérison et évidemment au processus thérapeutique en particulier. Donc, on va commencer ou poursuivre plutôt avec les résistances neurovégétatives donc, qui touchent le système nerveux autonome. Donc, je rappelle brièvement que le SNA, pour système nerveux autonome, régule le fonctionnement des organes avec pour objectif de maintenir ce qu'on appelle parfois l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. Sa fonction globalement, c'est de maximiser les chances de survie. On va voir tout à l'heure que c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout passe après la survie. Il assure finalement, ce système nerveux autonome, la communication bidirectionnelle entre le corps et l'esprit. Comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute déjà, il est constitué du système nerveux sympathique et du parasympathique. Alors autrefois, on disait que le sympathique, c'était l'accélérateur et le parasympathique, le frein. On va voir que c'est un petit peu plus complexe que ça et que cette distinction, quand même, elle a euh, induit en erreur beaucoup d'entre nous. Donc, la fonction d'abord, on ne va pas rentrer dans le détail, notamment anatomique, hein. Le système sympathique à gauche et puis le parasympathique à droite en jaune. Le sympathique, lui, sa fonction, c'est d'analyser les informations plutôt en provenance de l'extérieur et il assure l'engagement énergétique. Alors là, pour le coup, on peut dire, oui, que c'est un peu l'accélérateur. Il mobilise l'énergie en augmentant le rythme cardiaque, la pression artérielle, ça produit un apport en oxygène plus important, en augmentant le niveau de cortisol, une des principales hormones du stress. In fine, ça produit des sucres qui viennent alimenter la musculature. Donc, pour combattre ou fuir, pour faire face à une menace, bien évidemment, c'est intéressant. Donc, c'est sa fonction, mettre l'organisme en mode fuite-combat, comme on dit parfois. Et puis sur la droite, donc, le système parasympathique. Alors, il est un peu plus complexe parce qu'il est constitué en réalité de quatre paires de nerfs, mais on va simplifier un petit peu. On va voir qu'il y en a deux qui sont beaucoup plus importants que les autres. Donc, ce système parasympathique, lui, il analyse plutôt les informations en provenance de l'intérieur. Et globalement, sa fonction, c'est la conservation, la récupération, hein, par exemple par la cicatrisation, et la croissance, notamment au travers du rôle qu'il joue dans les interactions sociales. On va voir ça tout à l'heure. Donc, constituer le parasympathique des nerfs oculomoteurs, autour des yeux, comme leur nom l'indique, les nerfs glossopharyngiens, tout ce qui concerne le larynx, le pharynx, cette zone du corps, les nerfs faciaux, mais deux de ces paires de nerfs sont beaucoup plus importantes que les autres, le nerf vague ventral et le nerf vague dorsal.
Alors plus importante notamment parce qu'en réalité, 90% des fibres nerveuses qui constituent le système parasympathique sont les fibres du nerf vague. Donc on va s'intéresser à ces deux-là. Et là, donc, Philippe, tu nous as dit Oui, tout à l'heure qu'avant, on avait cette simple distinction sympathique et parasympathique. oui, Et là, on voit bien sur ton diagramme que le parasympathique, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pouvait penser il y a quelques oui, années. effectivement, on doit ça à la théorie polyvagale, hein, et à Stephen Porges, son inventeur, comme on dit parfois. En fait, il y a bien dans ce parasympathique le frein, mais pas seulement. Donc commençons par le frein. Le frein, schématiquement, c'est le nerf vague dorsal. Lui, sa fonction, c'est bien fonction de frein, assurer l'économie énergétique, parce qu'on va voir qu'il s'active en particulier lorsque mon système nerveux perçoit une menace vitale, pas seulement un petit danger, une menace vitale. Donc sa fonction, c'est de mettre l'organisme en mode survie. Tout tourne au ralenti quand le vague dorsal s'active, le rythme cardiaque, la pression artérielle, le tonus musculaire, parce qu'il faut économiser de l'énergie. Et puis, le nerf vague ventral, dont on ne parlait sans doute pas beaucoup avant l'apparition de la théorie polyvagale, lui, c'est le régulateur. Finalement, quand le nerf vague ventral fonctionne avec un bon niveau de tonus, tout va bien parce que l'accélérateur, le sympathique et le dorsal se tiennent tranquilles. D'où son importance. Donc, sa fonction, mettre l'organisme en mode ouverture au monde, ouverture aux autres en particulier, interaction sociale et apprentissage. Le nerf vague, c'est un conduit qui contient 20% de fibres motrices, donc descendantes, hein, qui vont du tronc cérébral essentiellement vers un certain nombre d'organes, on verra ça tout à l'heure, et 80% de fibres afférentes, c'est-à-dire des fibres sensitives qui viennent des zones innervées et montent vers le cerveau. Ça va jouer un rôle important dans la façon de considérer l'action thérapeutique, hein, lorsque le système nerveux autonome est dans un état de déséquilibre. Oui, donc là, on voit bien qu'il y a vraiment un déséquilibre, une proportion nettement différente entre les 20% et les 80%. Oui, et on comprend en même temps pourquoi on dit que le parasympathique euh, amène des informations essentiellement en provenance de l'intérieur, hein. Bon, je vais anticiper un tout petit peu. Puisque l'essentiel des fibres sont afférentes, eh bien, on se dit sans doute qu'on peut réussir à exercer un effet sur le système nerveux autonome en stimulant les zones desservies par le SNA pour lui adresser des informations. Le vague ventral, il est beaucoup plus récent dans l'histoire de l'évolution. Le premier système qui s'est développé chez les humains, pardon, chez les animaux, c'est le nerf vague dorsal. Il existe chez les reptiles notamment. C'est le plus archaïque et c'est aussi celui qui va se déclencher quand nous sommes menacés dans notre survie. Est apparu ensuite le sympathique, l'accélérateur, qui existe chez tous les vertébrés, puis le ventral chez les mammifères. Donc le ventral est la partie de notre système nerveux autonome qui est la plus évoluée. À quoi sert-elle? Eh bien, sans doute à faire de nous les mammifères que nous sommes. C'est-à-dire que un être humain, par rapport à un reptile, par exemple, a la particularité d'être dépendant des autres tout de suite, dès sa conception, en quelque sorte, dès la vie fétale. Nous ne pouvons pas vivre, survivre, nous développer indépendamment des autres. D'accord, et là, on Donc, pourrait même penser
puisque ce ventral, ce nerf ventral là est si important pour Mhm. ça, pour la communication, qu'il y aurait peut-être un lien avec la théorie de l'attachement. Alors là, mon cher Daniel, vous anticipez beaucoup, mais c'est tout à fait exact. Finalement, on peut dire que le préalable à l'attachement, ça suppose quoi finalement le développement d'un lien d'attachement? Ça suppose la proximité avec l'autre, concrètement entre le nourrisson et la maman le plus souvent. Donc ça suppose la proximité, l'intimité dans un climat de sécurité. Or, je ne me sens en sécurité que si mon système nerveux autonome se sent en sécurité. C'est complètement inconscient. Donc finalement, le préalable à l'attachement, c'est que tant le nourrisson que la maman ont une neuroception, une perception inconsciente de sécurité. Sans système nerveux autonome à l'équilibre chez la maman et chez le nourrisson, il n'y aura pas de développement d'un lien d'attachement, un développement normal en tous les cas d'un lien d'attachement. Oui. Donc, le nerf vague ventral, il est, parce que c'est le dernier qui est apparu dans l'évolution, il est hiérarchiquement supérieur aux deux autres. Heureusement, au sympathique et au dorsal. Parce que ça ouvre justement des voies thérapeutiques. On se dit, ah bon, d'accord, alors si on réussit à stimuler le ventral, on va réussir à canaliser les deux autres. Eh bien oui, on va voir que effectivement le raisonnement se tient. Et puis pour terminer, mais je l'ai déjà évoqué, donc il est apparu chez les mammifères, hein, ce vague ventral pour répondre à leurs besoins d'interaction. Et c'est sur lui que repose notre capacité aux interactions sociales. Donc chaque fois que le vague ventral est dans un état d'hypotonus, eh bien ça va impacter immédiatement les interactions sociales. Un enfant à l'école qui a un vague ventral en hypotonus, quelle qu'en soit la raison, va avoir du mal à nouer des relations parce que finalement, inconsciemment, ses camarades, leur système nerveux à eux, vont ressentir ce qui émane du système nerveux de cet enfant comme une menace potentielle. D'accord, alors peut-être que j'anticipe encore trop, Philippe, Oui, mais ça me fait penser au sentiment de solitude que certaines personnes peuvent ressentir de façon oui, aiguë et oui. provoquer une grande souffrance. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec le nerf vague ventral? Bien sûr, parce qu'en fait, tout ce que j'émets inconsciemment, tous les signaux que j'émets sont décodés par le système nerveux des autres, inconsciemment aussi, et leur système nerveux en tire un certain nombre de conclusions. Donc, je peux me sentir seul parce que finalement, mon système nerveux autonome et mon corps tout entier, bien sûr, émet des signaux qui sont défavorables aux interactions sociales, qui ne n'invitent pas ceux qui m'entourent à venir vers moi. Et ni moi ni les autres ne savons pourquoi. Tout ça est totalement inconscient. Donc maintenant, on va parler quelques instants des effets des déséquilibres du système nerveux autonome et voir un petit peu ce que ça produit, avant de voir le profil des patients correspondant à certains déséquilibres. Donc, voyons d'abord ce qui se passe quand notre régulateur, le vague ventral, fonctionne normalement. Bien, les paramètres physiologiques, finalement, favorisent l'équilibre émotionnel, le bien-être, la santé et l'adaptation. Rien que ça. À ce moment-là, la variabilité de la fréquence cardiaque est bonne. Qu'est-ce que c'est que la variabilité de la fréquence cardiaque? Ben, en réalité, mon rythme cardiaque n'est pas censé être complètement stable. Il y a une accélération de la fréquence cardiaque à l'inspiration, normalement, hein. J'inspire, ça fait toc, 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 et puis une diminution du rythme à l'expiration, toc, 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 etc. Hein, c'est un peu ça, la variabilité de la fréquence cardiaque, définie de façon non scientifique, on va dire, plutôt de façon clinique. C'est comme ça que ça marche, quand le vague ventral a un bon niveau de tonus.
Et une bonne variabilité, Philippe, qu'est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est un grand, grand écart, un petit écart? Oui, oui, c'est un grand écart. Hmm. Plus l'écart est grand, plus la variabilité est grande et plus je suis en santé et ça signifie que mes capacités d'adaptation sont bonnes parce que la variabilité de la fréquence cardiaque, ça sert aussi à s'adapter aux différentes situations. Quand le vague D'accord. ventral a un bon tonus, bah, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure un petit peu, hein, tous les signaux que j'émets inconsciemment favorisent l'engagement social. Mon champ électromagnétique, par exemple, est favorable. Un corps et un cœur en particulier hein, émettent un champ électromagnétique, on peut le visualiser d'ailleurs, et ce champ électromagnétique, il interagit avec celui de mes congénères, celui qui m'entoure. Donc j'envoie des informations au travers de ce champ électromagnétique, au travers, on peut le dire comme ça aussi, de mon activité cardiaque, puisque ce champ électromagnétique est dépendant de mon activité cardiaque. Mais il y a aussi la prosodie de ma voix. Est-ce qu'il y a beaucoup de modulation dans ma voix ou est-ce qu'au contraire, elle est extrêmement monotone? Ça, c'est aussi sous la dépendance de mon système nerveux autonome et de mon état interne général. Ma gestuelle, mes expressions faciales. On va voir que le nerf vague innerve notamment les muscles du visage. Donc on voit qu'il joue un rôle considérable en fait dans la communication au sens large avec les autres. Dans la récupération, on l'a dit, mais je vais faire court. La cicatrisation, l'efficacité de mon système immunitaire, mes capacités d'apprentissage. Si je suis sous l'influence excessive du sympathique, par exemple, hein, donc je suis dans un état plutôt d'hyperactivation, si on veut, eh bien, on observe jusqu'à moins 60% d'afflux sanguin au niveau du cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est le siège des processus d'apprentissage. C'est bien sûr un ensemble de structures hein, qui interviennent dans l'apprentissage, mais le cortex préfrontal joue un rôle très important, à la fois dans l'acquisition de l'information, la consolidation de l'information et le rappel de l'information, quand je vais chercher une information qui est mémorisée. Parfois, je la trouve et je ne la trouve pas, bien qu'elle soit là. Bon. Donc, dans un tel état où mon vague ventral va être déprimé en quelque sorte, eh bien, ça va beaucoup pénaliser les processus d'apprentissage. Le sympathique, de son côté, quand il est dans un état d'activation chronique, il augmente, je vais faire très court, on y reviendra aussi tout à l'heure, donc plus de tonus musculaire, fréquence cardiaque qui augmente, plus de sucre dans le sang, on a souvent une glycémie excessive hein, quand on est sous l'emprise du sympathique, tendance à avoir plutôt chaud, un transit intestinal qui ralentit. Vous voyez, tout ça, ce sont des façons finalement qu'on va utiliser, des observations qui vont nous permettre de déterminer le profil de notre patient. Est-ce qu'il a plutôt une tendance à la constipation? Ça, c'est sympathique, hyperactivé. Plutôt une tendance à la diarrhée? C'est plutôt l'opposé, le nerf vague dorsal. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Une activité cognitive qui va avoir tendance à être excessive, une hypervigilance. Hein, souvent, ces gens-là sont un peu sursautent assez facilement. Ils sont un peu apeurés par tout ce qui se passe dans l'environnement. Capacité d'apprentissage réduite. On est dans un état de mobilisation défensive quand le sympathique est en activation chronique. Là, on survole. Hein. Et on voit là que tu nous parles de nouveau du système immunitaire. Là, en fait, il y a un lien entre le système sympathique activé de façon chronique et un problème avec le système immunitaire. Oui, parce que finalement, euh,
quand le sympathique, par exemple, est trop actif. Autrement dit, quand je suis dans un état de déséquilibre de mon système nerveux autonome, hein, que ce soit profil plutôt sympathique, hyperactivation, ou l'opposé, le profil dorsal, eh ben, ça signifie que une partie de mon énergie, au sens large, est mobilisée par cet état et n'est plus disponible pour la récupération, par exemple. Alors, on va prendre un exemple concret, on va quand même s'autoriser ça. Si on a une petite altercation, Daniel, hein, et que dans la foulée, on nous fait une petite lésion sur la peau, on regarde ce qui se passe, on mesure le temps de cicatrisation. On verra que le temps de cicatrisation peut être augmenté de 40% sous l'effet de cette altercation et du stress qu'elle a généré en moi. Pourquoi c'est un exemple intéressant? Eh bien parce que la cicatrisation, c'est un phénomène génétique, notamment. C'est-à-dire que pour que je cicatrise, il faut que des gènes précoces immédiats adressent une information à des cellules souches pour leur demander de se transformer en cellules d'épiderme. Donc ce mécanisme génétique a été perturbé par une hyperactivation sympathique, même momentanée. Tout ce qui se passe en nous jusqu'à un niveau génétique, donc l'ensemble de mon métabolisme est largement sous la dépendance de nos émotions. Donc le vague dorsal, lorsqu'il est le frein, lorsqu'il est trop actif de son côté, bah, c'est l'opposé, hein, tonus musculaire plutôt faible, fréquence cardiaque qui va diminuer éventuellement jusqu'à l'évanouissement, hein, dans certains cas. Hypothermie, là aussi, la variabilité de la fréquence cardiaque va être mauvaise. Je suis assez léthargique, je suis en panne d'énergie physique et mentale. Je tourne au ralenti. On observe souvent une tendance au repli sur soi dans ces cas-là, lorsque le vague dorsal s'active, une tendance à la dépression aussi, et puis des processus, des capacités d'apprentissage qui là aussi sont très amoindries, hein. Donc chaque fois que je sors en fait de la fenêtre de tolérance, que ce soit par l'hyperactivation ou l'hypoactivation, mes capacités d'apprentissage sont réduites. Et on voit que dans l'ensemble des paramètres là qui sont apparus sur la diapo, là, il y a le transit intestinal, lui, il est plus élevé. Donc on peut voir ça ou constater ça effectivement chez certaines personnes qui sont par exemple particulièrement apeurées d'avoir un contrôle des sphincters qui diminue et comme on peut dire se font pipi dessus par exemple. Est-ce que c'est Oui, le cas? oui, oui, c'est tout à fait le cas. Ouais. Hmm. Donc, hyperactivité dorsale, tendance à la diarrhée, hyperactivité sympathique, tendance plutôt à la constipation, Hmm. avec parfois des débâcles diarrhéiques derrière. C'est Hmm. vrai, hein, c'est pas toujours caricatural comme je le présente là, bien sûr. Mais disons qu'en vitesse de croisière, une hyperactivation sympathique, oui, ça va plutôt avoir tendance à ralentir le transit intestinal et produire de la constipation, notamment parce que le sang a tendance à quitter la zone abdominale pour converger vers les membres, Hmm. les bras, les jambes, puisqu'il s'agit encore une fois, de faire face à la menace par la fuite ou le combat. On voit à quel point hein, tous les mécanismes physiologiques sont orientés prioritairement vers la survie, encore une fois. Donc, voyons maintenant comment va se comporter notre système nerveux autonome face au danger. Et on va essayer de mettre ça succinctement en lien avec le processus de traumatisation parce que ça n'intéresse que ceux que ça intéresse, même si c'est très important. Alors, tout en haut de ce schéma, il y a le point d'entrée d'abord. Chez un être humain, il y a bien sûr ce qu'on appelle la perception. La perception, c'est le fait, c'est relativement conscient. En tous les cas, je peux en être conscient ou en prendre conscience. J'ai conscience en cet instant que je suis en train de te parler, Daniel.
Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi une perception qui, elle, est complètement inconsciente et qu'on appelle la neuroception. La neuroception, c'est précisément cette évaluation du danger environnemental qu'opère à chaque instant mon système nerveux autonome. C'est totalement inconscient. Donc il y a des millions d'informations qui sont analysées à la seconde par mon système nerveux autonome. Certaines viennent de l'extérieur, hein, des stimuli externes. Donc quand je suis en ta présence physique, Daniel, eh bien, euh, il y a des phéromones qui sont analysés par mon corps tout entier, ton champ électromagnétique, la prosodie de ta voix, les expressions faciales, ta gestuelle. Je n'en suis pas du tout conscient, Hmm. mais tout ça se produit à l'intérieur de moi. Et bien sûr, il y a aussi des stimuli internes, des pensées, des émotions, des sensations. Mon activité cardiaque, par exemple, à laquelle s'intéresse mon système nerveux autonome et in fine, mon cerveau. Le Hmm. tonus de ma musculature interne, on en verra des exemples tout à l'heure. Bref, tout ça pénètre en moi, est analysé pour l'essentiel de façon totalement inconsciente. Mon système nerveux autonome, à gauche de notre schéma, il peut ressentir la sécurité. Ça n'est pas moi qui ressens la sécurité, c'est mon système nerveux autonome. Il peut y avoir un décalage entre les deux d'ailleurs. Hmm. Donc, dans ce cas-là, le nerf vague ventral est actif, puisqu'il n'y a pas de menace, hein, et je suis dans un état d'engagement social. C'est-à-dire que je me sens ouvert aux autres, avec un bon équilibre émotionnel, et mes capacités d'apprentissage dans cet état sont à leur optimum. Un petit peu plus à droite intervient bon, ce que j'ai qualifié de déplaisir, hein, ce n'est pas encore tout à fait un danger, mais il y a quelque chose qui chiffonne mon système nerveux autonome. Dans cette première phase, on va assister simplement à une inhibition du nerf vague ventral. Le régulateur, son tonus, diminue un petit peu. Ça va déjà avoir un effet physiologique, hein, parce que le vague ventral exerce un effet de frein sur l'activité cardiaque, et donc on va voir un accroissement du coup de la fréquence cardiaque qui va se produire. On monte encore d'un cran dans la menace. Cette fois, il y a un véritable danger perçu par mon système nerveux autonome. Qu'est-ce que ça peut être ce danger? Un son grave, tout simplement. Alors, ce son grave est perçu comme un danger euh, ou parce que c'est lié à mon histoire. J'ai connu une période difficile de ma vie où il y avait des sons graves associés à une douleur physique ou psychologique, par exemple, hein. Mais enfin, globalement, les sons graves sont associés chez la plupart des animaux et des mammifères en particulier à un prédateur. Là encore, on a affaire à un phénomène lié à l'évolution, hein. Donc, mon système nerveux autonome perçoit un danger. Là, le sympathique, l'accélérateur, commence à s'activer. J'entre dans un état de mobilisation défensive. Et mes capacités d'apprentissage commencent à chuter sérieusement. Mon système nerveux autonome se préoccupe essentiellement de la survie. Le reste est accessoire. Et puis, si ce processus se poursuit, si la menace est extrêmement intense, si mon système nerveux autonome est complètement, enfin ses capacités d'absorption, on va le dire comme ça, de traitement, sont complètement débordées, eh bien, ça peut déboucher sur une traumatisation et en l'occurrence un stress post-traumatique. Et puis enfin, si mon système nerveux autonome est confronté cette fois à une menace vitale, le nerf vague dorsal s'active.
Donc finalement, il n'y a pas un continuum tout à fait régulier. Il y a là quelque chose comme une espèce de seuil, dans certains cas, où je vais basculer d'une activation sympathique à une activation dorsale. Mais on va le voir tout à l'heure, on va en reparler. Là, j'entre dans un état d'immobilisation défensive. Vous Mhm. savez, ce sont notamment ces moments où un animal n'a pas de solution ni de fuite ni de combat. Alors la seule solution, c'est de se mettre dans cet état qui ressemble à une mort, à vrai dire, hein, et où l'individu est comme anesthésié, coupé de son corps, donc ça va faire moins mal. D'accord. Donc, ce que tu nous précises, Philippe, c'est quand même que quand on va de la gauche vers la droite, là sur l'écran, de Mhm. l'activation vague ventrale vers l'activation vague dorsale, on passe par des étapes, mais il n'y a pas de continuum, il y a pas une gradation. Il y a d'abord un continuum, mais il y a un moment où on a affaire à un seuil quand même. C'est ce qu'on Hmm, observe, par exemple, chez quelqu'un qui fait un burn-out. Le hmm, burn-out, c'est quoi? Bah, je suis en hyperactivation sympathique, hein, hmm, donc beaucoup d'énergie. C'est épuisant, évidemment. C'est un peu comme si je roulais en seconde sur l'autoroute, hein. hmm, Donc, mon corps souffre. Ça produit un vieillissement accéléré, finalement. hmm, Mais ça ne peut pas nécessairement durer. Il se peut que je sois proche de l'AVC ou de l'accident cardiaque. hmm, Donc, il y a là un mécanisme prévu par l'évolution, hmm. un mécanisme de protection, comme un disjoncteur finalement, hein. Je suis D'accord. dans un état d'hyperactivation, je m'épuise, je m'épuise, je m'épuise, et tout d'un coup, pour me sauver finalement, hein, c'est bien un Oui. mécanisme adaptatif. Pour Hmm, éviter la mort ou l'accident cardiaque ou hmm, l'AVC, le disjoncteur se met en place et tout d'un coup, je passe de cet état d'hyperactivation sympathique à un état d'activation dorsale qui est l'opposé, complètement l'opposé. Avant, j'étais en excès d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol, et dans l'état d'activation du vague dorsal, ça va être l'opposé. Et c'est là qu'intervient l'arrêt maladie, après le burn-out, impérativement. Oui, 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 oui. Alors, on ne sait pas très bien justement d'où vient la dépression, puisque le Hmm, burn-out, c'est théoriquement une dépression consécutive à un épuisement, hein. hmm, Euh, Est-ce qu'elle était là, déjà latente? Est-ce qu'il y avait un terrain dépressif, etc. Peut-être, mais en tous les cas, avec l'activation dorsale et les mécanismes physiologiques qui l'accompagnent, il y a une tendance à la dépression hmm, qui s'installe, hein, hmm, avec par exemple euh, un déficit probable d'ocytocine, c'est ce qu'avait mis en évidence la femme d'ailleurs de Stephen Porges qui avait travaillé sur ces questions chez l'animal, hein. Euh, on observe souvent lorsque le vague dorsal s'active, un déficit de cytocine. Et l'ocytocine, ça n'est pas que l'hormone de l'amour ou de l'attachement, hein, c'est plus globalement l'hormone de l'engagement social. Avec un hmm, déficit de cytocine, il y a une forme de repli sur soi qui a tendance à s'installer aussi. hmm. Donc, on voit clairement, enfin en résumé, c'est un peu tôt pour faire un résumé, mais le, le, l'importance, le lien complet des mécanismes physiologiques et psychologiques, hein, parce que il faut quand même se souvenir que il n'y a pas d'un côté un corps et un esprit. Tout ça, ce sont les, les- des points de vue différents, mais sur une réalité qui est unique, hein, Hmm. corps-esprit. Alors peut-être une question un petit peu triviale sur Oui, ce diapo là où tout est résumé. oui, elle est complexe, hein, j'en conviens. Mais par exemple, quand on dit ah, cette personne, je la sens pas ou je me sens pas bien Ouais. avec elle, etc. Ce qu'on nomme un petit peu d'intuition, est-ce que il s'agirait pas peut-être d'une certaine façon de prendre en compte de façon peut-être globale notre système nerveux autonome qui nous envoie des informations? On, on sait aujourd'hui, par exemple, que notre cœur
est le premier organe qui perçoit l'environnement. En tous les cas, si l'on en croit HeartMath, l'institut qui est à l'origine de la cohérence cardiaque. Mm. Notre cœur perçoit l'environnement avant même nos yeux et notre cortex visuel, par exemple. Est-ce qu'on en est conscient ou pas? Parfois, enfin, on peut en tous les cas émettre l'hypothèse que certaines personnes sont beaucoup plus réceptives, beaucoup plus connectées à leur monde intérieur et à toutes ces sensations, en particulier celles qui nous sont apportées par le nerf vague, euh, parce que ces sensations, elles sont extrêmement diffuses. Mm. Mm. Donc, on a beaucoup plus de difficultés à mettre des mots sur des sensations viscérales que sur des sensations visuelles ou auditives, hein. Donc, on pourrait imaginer, on pourrait dire que l'intuition, c'est finalement le résultat de cette neuroception dont certains sont peut-être plus conscients que d'autres. Mm. Hypothèse, hein, simple hypothèse. Intéressante, intéressante. Donc, les profils de patients qui souffrent d'un déséquilibre. Alors, tout ça est nécessairement une réduction, une simplification, mais vous allez voir quand même que c'est très utile néanmoins pour la pratique clinique. Donc, on va distinguer trois profils. Le profil stress, hein, c'est pour faire court, il faut comprendre stress post-traumatique en l'occurrence, avec une hyperactivité sympathique. Le profil figement, on pourrait dire aussi profil dissocié, c'est ce qu'on dit parfois, mais on voit que ce n'est pas nécessairement très adapté. Profil sidération, on pourrait dire ça aussi. Donc, hyperactivité dorsale. Et puis, un profil qui me semble très important et dont on parle très très peu, et je crois qu'on peut dire que c'est un profil quelque part, un profil d'alternance entre l'activité sympathique et dorsale qui nous décontenance souvent, nous, thérapeutes, hein, on va voir ça. Donc, premier profil, le profil stress, ben, on a déjà un petit peu évoqué ce que c'est, activation chronique du sympathique. Pour être un peu plus précis, le cortex devient incapable de réguler l'activité de l'amygdale, d'une part, et de l'insula, d'autre part. L'amygdale, c'est une structure dans le cerveau émotionnel qui joue un grand rôle dans les émotions et dans la peur en particulier, hein. On l'appelle souvent le centre de la peur derrière. Et l'insula ou cortex singulaire, c'est la même chose, qui joue un grand rôle dans l'interoception, la conscience du corps. Donc ces deux structures deviennent hyperactives puisqu'elles ne sont plus correctement régulées par mon cortex. Donc qu'est-ce que ça va produire? Des réactions émotionnelles très intenses, des réactions somatiques, elles aussi très intenses, un métabolisme en sur-régime, souvent une hyperactivité cognitive, et puis des reviviscences traumatiques qui peuvent se manifester par des flashbacks, par des cauchemars aussi, probablement, que ça fait partie des reviviscences traumatiques. Et puis globalement, par de l'évitement, hein. Si j'ai peur des tunnels, je vais me tenir à distance des tunnels, hein. C'est ça, globalement, l'évitement. L'évitement, il est partout dans la psychopathologie, finalement, hein. C'est un phénomène extrêmement fréquent. Donc ça, c'est le profil stress. Quelques symptômes fréquents. Oh, j'en prends un ou deux au hasard, hein, parce que là, il y en a beaucoup, mais on en a un petit peu parlé. Le bruxisme, par exemple, des tensions excessives dans la mâchoire, et puis au final, on va peut-être observer des dents un peu usées. Je grince des dents la nuit. Constipation, on l'a dit. Frigidité, parfois, aménorrhée. Une hyperactivation sympathique et la sexualité, hein, ça fait pas bon ménage. Euh, Quoi d'autre? Irritabilité, bien sûr. Troubles du sommeil.
Et puis les signes cardio-circulatoires, ceux-là sont intéressants parce qu'on peut facilement en tirer des conclusions en cabinet. Donc souvent une fréquence cardiaque rapide, hein, avec des supérieurs à 80 pulsations par minute. Ces sujets, ils ont tendance à la tachycardie, hein, et à l'arythmie aussi, plus globalement. Donc là, en termes de variabilité de la fréquence cardiaque, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, bien souvent, elle est un peu chaotique, quoi, hein. Quand on l'observe avec un capteur, on voit que ça fait un peu les montagnes russes. Le profil figement, donc l'opposé, avec une activation chronique du vague dorsal. Donc là, c'est le contraire. L'activité corticale, hein, le cortex, c'est la partie la plus extérieure, hein, du cerveau. L'activité corticale, elle vient maintenant inhiber excessivement l'amygdale. Donc, peu d'émotions, et l'insula, peu de conscience de soi. Il y a un phénomène qu'on appelle parfois désafférentation corticale, c'est-à-dire que le cortex est comme partiellement coupé des autres structures cérébrales, et en particulier donc les structures cérébrales somatiques et émotionnelles. Résultat donc, métabolisme au ralenti, perte de la conscience de soi. Il y a un phénomène de désomatisation, comme on dit parfois. Je ne ressens plus grand-chose dans mon corps, je suis comme à distance de mes émotions et de mes sensations. Et si je suis à distance de mon corps, ma conscience de soi s'affaiblit. La conscience de soi, c'est pas quelque chose de très cognitif. Ça repose en très grande partie sur des impressions sensorielles. Donc si je ne sens plus mon corps, je ne me sens plus exister, et j'ai du mal à savoir également ce qui fait ma singularité. Donc là, on commence à voir le lien entre ces questions neurovégétatives et puis, par exemple, des problèmes d'identité. Qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment conscient de mes désirs, les miens, pas ceux de mes parents, de mon environnement professionnel, hein? Donc, il y a un lien entre tout ça, entre les problèmes d'identité et la conscience de son corps, le fait de le ressentir ou pas. Donc, perte de la conscience de soi, dissociation, je ne veux pas rentrer dans le détail, hein. La dissociation, c'est l'arrêt de l'intégration de processus cognitifs, somatiques et émotionnels qui, en temps normal, forment un tout cohérent dans la conscience, une synthèse. Ben là, ça se fragmente un peu, hein. Repli sur soi, on l'a évoqué, et puis tendance dépressive aussi parfois. Donc là, quels sont les signes? Parce que là, on est en cabinet, là, quelque part, hein. On se dit finalement, ah bon, mais comment on fait pour repérer ce profil? Puis après, on va voir ce qu'on fait avec tout ça. Mais bah, on observe ce genre de symptômes, hein. Tendance à la prise de poids chez ces gens-là, souvent. Pâleur du visage. Oui, sensation de froid fréquente, hein. Et lorsque ces gens transpirent, eh bien, la sudation, elle est froide, par exemple. Tendance à la diarrhée, on l'a aussi évoqué. Alors, les signes psycho-émotionnels, on va se centrer un tout petit peu là-dessus, puisque vous allez me dire, nous ne sommes pas médecins, ce qui ne nous empêche pas néanmoins de collecter des symptômes hein, simples et assez faciles à mettre en évidence. Donc, tendance à la dépression, on l'a dit, désengagement des relations sociales, émoussement émotionnel, hein. Souvent, ces gens se plaignent du fait que euh, ils savent, je sais que j'aime mes enfants, mais je ne ressens plus d'amour pour eux. Ce qui, on l'imagine, est assez anxiogène. Alexithymie, c'est-à-dire manque de vocabulaire pour qualifier mes émotions. Cette désomatisation qu'on a évoquée tout à l'heure, hein, je suis un peu comme coupé de mon corps. En tous les cas, mes sensations sont grandement atténuées.
Détemporalisation, j'ai des difficultés à me repérer là sur la ligne de temps, c'est un peu chaotique parfois. Voilà, on va rester là. Alors, signes cardio-circulatoires, ça c'est important parce ils sont souvent très nets. Donc, ces gens-là ont plutôt une tendance à la bradycardie, c'est-à-dire une diminution de la fréquence cardiaque, hein, qui parfois peut aller jusqu'à la syncope, et puis une très faible variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, on va voir que c'est assez facile en fait à repérer. Dernier signe, oui, fréquent, facile à repérer aussi, tendance au strabisme et un œil directeur mal défini. Quelqu'un qui a ce profil, si vous lui demandez par exemple de rester un instant dans cette position sans bouger la tête, de mettre les yeux complètement sur le côté, vous allez voir que beaucoup d'entre eux vont avoir des difficultés et qui vont le faire savoir. Et enfin, le profil alternance. En fait, sans doute le plus fréquent, hein, par rapport aux deux autres. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui, en temps normal, présente un profil stress, hyperactivité sympathique. Et puis, de temps en temps, il y a un basculement vers le profil figement. Et c'est à dessein que je parle de basculement, hein. C'est, me semble-t-il, le plus souvent pas progressif, mais au contraire très brutal sur le mode du burn-out. La mauvaise nouvelle, c'est que cet état de figement, euh, de figement passager, cet état donc d'entrée dans le profil figement, il va avoir tendance à se chroniciser au fil du temps. Plus ces épisodes se répètent, plus l'épisode de figement a tendance à se chroniciser, sans doute parce que c'est un phénomène d'apprentissage négatif. Donc maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui déclenche ce basculement d'un état à l'autre? Bah, me semble-t-il, deux cas de figure. Le premier, l'épuisement, le burn-out. Hein. Le corps se met dans un état de survie pour éviter la mort ou un infarctus, par exemple. Et deuxième cas de figure, un déclenchement. C'est-à-dire que les stimuli d'aujourd'hui, la menace que mon système nerveux perçoit, on pourrait le dire comme ça, hein, ces stimuli présentent des points communs avec ceux qui accompagnaient le trauma d'origine et qui avaient déjà déclenché une entrée dans cette espèce de figement. Donc il y a des rappels mnésiques, comme on dit parfois, qui vont activer le réseau neuronal qui sous-tend le trauma d'origine. Et là, plus ça se produit, plus ça risque de renforcer le trauma d'origine ou en tous les cas ses séquelles, puisque un réseau neuronal, ça se renforce avec une activation répétée, hein. C'est le processus de l'apprentissage. C'est clair d'une part et d'autre part c'est très informatif, c'est-à-dire que un déclenchement, une mise dans cette position de figement n'est pas dû à des causes Ouais. extérieures. Ça peut être une information Ouais. interprétée de l'intérieur Ouais. qui n'est pas Je... forcément dangereuse. Si j'entends une sirène parce qu'il y a un camion de pompiers au loin, c'est Mhm. pas forcément très dangereux, mais ça peut me rappeler un certain nombre de choses Ouais. que mon système nerveux autonome va interpréter comme Mhm. un danger extrême. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Je vais prendre un exemple concret. Une patiente vient me voir et me dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, Mon patron est insupportable et de temps en temps, il élève la voix, il me fait des reproches absolument injustifiés. Tout le monde en est d'accord. Mais chaque fois qu'il s'adresse à moi sur ce ton-là, tout d'un coup, je perds complètement mes moyens, je ne trouve plus mes mots et j'ai l'impression de me liquéfier, j'entre dans un état de confusion mentale. Tiens, tiens, quand on regarde dans le passé de cette femme, on s'aperçoit que quand elle avait 2 ou 3 ans, son père, enfin, lorsque
elle pleurait. Son père entrait subitement dans sa chambre en hurlant et en lui demandant de bien vouloir se taire, enfin de bien vouloir, avec les mots que vous imaginez. Donc là, le petit enfant qu'elle était, n'ayant aucun moyen, bien sûr, de se soustraire à cette menace, elle rentrait dans cette espèce d'état de sidération, de liquéfaction, dans un état de figement, hein. Autrement dit, son nerf vague dorsal s'activait à ce moment-là. Et 30 ans plus tard, lorsque son système nerveux autonome ressent à nouveau cette menace, eh bien, il va avoir tendance à réagir avec la façon qu'il a eu de réagir précédemment, avec l'apprentissage qui était le sien. Mm. Donc nos réactions, on voit qu'elles sont conditionnées non pas tant par les stimuli qui sont présents là, mais en fonction de notre histoire. Et donc les uns vont réagir plutôt par quelque chose qui va ressembler à un stress post-traumatique, alors que les autres vont entrer dans un état de figement post-traumatique, en quelque sorte. Pour conclure sur cette partie SNA et conduite d'une thérapie, le système nerveux autonome, il est mobilisé ou par la défense, ou par le reste, la santé, la restauration, la croissance. Mais il faut avoir en tête que si un choix doit être fait, il va toujours privilégier la survie, autrement dit, les processus défensifs. En conséquence, aucune forme de soin ne peut probablement produire un effet profond et durable tant que mon système nerveux autonome perçoit un danger et reste dans un état défensif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, nous, thérapeutes? Quels sont les principes, hein, que l'on peut suivre pour traiter ces résistances neurovégétatives? D'abord, penser à l'environnement. Tout commence par là, finalement. L'isolation phonique des matériaux absorbants sur un plan phonique, c'est important. Éliminer les sons à basse fréquence qui adressent à mon système nerveux des signaux de danger, les graves, en clair. Donc là, on voit par exemple euh, l'importance de l'environnement dans un hôpital. Est-ce qu'un hôpital favorise une neuroception de danger ou de sécurité? Ça va avoir un impact sur les soins qui vont être apportés. Utiliser une musique avec des vocalisations féminines, par exemple, des choses rassurantes. Je ne rentre pas dans le détail, il faut juste avoir en tête que soigner l'environnement pour un thérapeute, c'est extrêmement important. Tout commence par là. Ensuite, on va chercher à comprendre un peu le profil du patient, donc relever ses spécificités par l'observation clinique, hein, tout simplement, son physique, le timbre de sa voix, son comportement, ce qu'on a l'habitude de faire sans doute. On va s'occuper aussi de relever les vulnérabilités du patient, puisque cette notion de sécurité conditionne tout le reste. Ça veut dire quoi? Par exemple, imaginons un patient qui craint le traitement des traumatismes. J'ai indiqué cet exemple puisque je l'ai vécu personnellement. Parfois, le simple fait de prononcer le mot traumatisme ou traitement des traumatismes euh, va faire que le patient va se refermer comme une huître. Mm. Donc, on voit qu'il faut l'aborder avec une grande prudence et faire le point justement un peu sur toutes ces vulnérabilités. A-t-il peur des gens qui parlent fort, euh, des sièges inconfortables, d'une température dans la pièce qui serait trop élevée? Bien sûr, c'est délicat, mais il faut penser à relever toutes ces vulnérabilités.
D'accord. Et tu cites là que ça peut être fait à travers un questionnaire. C'est concrètement, tu leur poses ces questions-là. Non, le relevé des vulnérabilités se fait plutôt simplement par l'échange, mais ça Mhm. veut dire que dans l'échange, justement, on tâte le terrain tout de suite Mhm. pour voir s'il y a des points de vulnérabilité ou pas. C'est-à-dire que Mhm. ça relève plus d'une approche extrêmement prudente et progressive. Mhm. Il, il n'est sans doute pas souhaitable, pour être concret, d'emblée de proposer aux patients un questionnaire qui porterait, par exemple, sur le détail de ces traumatismes. Mhm. Avec le Il y risque a, de l'activer, oui, de oui, l'activer. il y a un temps pour tout. Mais Mhm. si on a affaire à un patient qui craint les traumatismes, le traitement des traumatismes, qui vient avec cette peur-là, Mhm. il faut très vite le savoir. Mhm. Ensuite, on va évaluer le tonus du vague ventral. Donc, on peut le faire avec un capteur, hein, c'est assez simple. On a un petit capteur à l'oreille, par exemple. Avec un peu d'habitude, on peut le faire avec la prise de pouls aussi. Et puis, différents indices corporels. Mais je ne rentre pas dans le détail. Le tonus des trapèzes moyens, la position de la luette indique très clairement aussi l'état le tonus du vague ventral, la prosodie de la voix, les expressions faciales, etc. Donc un ensemble d'indices qui vont assez vite nous indiquer où en est le tonus du vague ventral. Et puis donc, s'il est insuffisant, eh bien, on va s'occuper d'augmenter son tonus. Bah, le principe général, c'est d'agir sur les zones qui sont innervées par le vague ventral pour adresser donc une stimulation par les fibres afférentes. Ça passe par des exercices de mobilité oculaire, un renforcement de l'activité des muscles rotateurs de la tête, parfois des émissions de phonèmes ou de sons. Hein, on va émettre un son dans une expiration très longue et très douce. Stimulation des muscles de la face, innervés par le nerf vague ventral aussi. Et puis éventuellement de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque renforce la variabilité de la fréquence cardiaque et donc agit aussi sur le tonus du vague ventral. Donc ça, c'est un peu Voilà, la bonne nouvelle, Philippe, c'est-à-dire qu'on peut agir sur le tonus du nerf vague ventral. tout Tu à nous fait, expliquais combien il tout à était fait. important, notamment dans l'engagement social. Ouais. Tout n'est pas programmé de façon définitive. Dans l'engagement social, les capacités de restauration, les capacités d'apprentissage, l'état émotionnel. Finalement, mon état émotionnel, là, en cet instant, il est directement corrélé au tonus du vague ventral. Donc c'est énorme l'influence de cette question. Effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pratiques relativement simples, hein, accessibles à tous. Là, on évoque des mouvements, enfin, des pratiques corporelles. Elles sont à la portée de tous et pas seulement d'un spécialiste en thérapie manuelle. Et on a la preuve de leur efficacité. Personnellement, au cabinet, je fais très souvent une mesure du tonus vagal avant et après des exercices. Et on Mm. voit, même avec une mesure objective et un capteur, par exemple, que certains exercices produisent une, euh, une forte augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque, tout de suite. Les résistances somatiques, on va aller un peu plus vite, hein. Vous aurez compris que cette question de l'activité neurovégétative est tellement capitale que j'ai voulu prendre un peu plus de temps pour vous en parler, parce que finalement, ça détermine tout le reste, notamment les résistances somatiques, hein, qui sont largement le résultat du déséquilibre du système nerveux autonome qui s'est installé au moment du trauma, souvent. Donc d'abord, les tensions dans la musculature profonde. Elles constituent des résistances
très importante à l'évolution psychologique. Le phénomène, il concerne davantage le stress post-traumatique. Personnellement, je ne sais pas dire s'il existe aussi dans des cas de figement, mais ça serait surprenant, ça paraîtrait assez illogique. Donc, de quoi s'agit-il? Pendant une expérience douloureuse, ponctuelle, une agression par exemple, ou parfois aussi prolongée, hein, j'ai vécu 10 ans de ma vie avec des parents hyper autoritaires, eh bien, certains groupes musculaires vont se mettre en tension sous l'effet de l'activation sympathique. Le sympathique a tendance à augmenter le tonus musculaire, hein, pour favoriser la fuite ou le combat, je vous le rappelle. Donc, en temps normal, quand il n'y a pas de traumatisation, eh ben, c'est un phénomène qu'on observe encore chez les enfants et les animaux. Il y a des tremblements qui vont se produire dans la musculature pour éliminer, d'une part, l'excès de tension musculaire et puis aussi l'excès de produits neurochimiques, cortisol, adrénaline, hein, qui ont été libérés au moment où la menace était présente. Mais lorsqu'il y a traumatisation, précisément, eh bien, la musculature profonde, elle peut demeurer dans un état de tension chronique. Cette tension, elle va toucher en particulier un groupe musculaire qu'on appelle le psoas iliaque, qui part de la zone lombaire, qui passe sur l'avant du bassin et rejoint les adducteurs. Alors vous allez me dire, bah, ça relève de l'ostéopathie. Oui, les ostéopathes, bien sûr, procèdent à des manipulations, parfois pour essayer de relâcher le psoas iliaque, mais les mobilisations ponctuelles, le plus souvent, elles vont être insuffisantes pour le traiter. Il faut produire une mise en tension. Enfin, on va voir comment il faut faire, à vrai dire. J'anticipe. Donc, les effets de cette tension qui se maintiennent dans la musculature profonde, c'est quoi? Ben, le corps va avoir tendance à s'enrouler, à se refermer sur lui-même, sans doute pour protéger les organes vitaux, hein. Tous ces phénomènes ont un sens phylogénétique, souvent. Et d'autres groupes musculaires, du coup, vont se mettre et demeurer en tension pour maintenir le corps un tout petit peu ouvert. Et c'est là qu'on va voir apparaître ensuite des troubles musculosquelettiques et diverses douleurs. Pourquoi tout ça est très important? Ben parce que mon cerveau, vous vous rappelez, et notamment le nerf vague, euh, interprète cette tension qui perdure. Il observe mon corps, la menace, la tension, pardon, demeure dans le psoas iliaque, ça veut dire que la menace est toujours là, et donc je te maintiens dans un état de fuite-combat. Il y a un message permanent adressé à mon cerveau, lui laissant penser que la menace est toujours là. Donc, conséquence, eh bien, il n'y aura pas d'évolution possible au niveau psychologique, très probablement, tant que cette tension se maintient. Peut-être des évolutions ponctuelles, superficielles, mais une évolution profonde et durable, c'est très peu probable. Donc, Ok, qu'est-ce qu'on va donc, faire? Pardon? oui, là, Philippe, ma remarque, c'est un Mhm. peu, on est dans un cercle vicieux là. Si Mhm. un traumatisme, une difficulté de vie me fait me tendre certains muscles profonds, de façon, si le trauma est répété, donc mes muscles Ouais, restent tendus, c'est ça. même si la sollicitation, peut-être avec l'âge par exemple, diminue, je suis moins dans Mhm. un environnement de danger, mes muscles contractés à l'intérieur de moi font penser à mon système nerveux autonome qu'il y a toujours danger. Et donc je suis maintenu Oui, dans cette position, c'est tout dans à ce... fait ça. C'est un cercle vicieux, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que le trauma a déclenché notamment des troubles musculo-squelettiques qui ont tendance à maintenir mon système nerveux autonome dans un état de déséquilibre. Mhm. C'est tout à fait ça. Donc il faut en sortir. Mhm. Comment on va en sortir?
Eh bien, notamment avec des pratiques inventées par un certain David Berceli, euh, qui consiste à mettre sous tension, mais de façon assez durable, la musculature profonde par des exercices qui ressemblent un peu à une espèce de gymnastique, hein. Donc, on met en tension la musculature profonde et ensuite, la personne s'allonge sur le sol et on va laisser des tremblements, le plus souvent, se produire. Des tremblements involontaires, hein, qui touchent les jambes, le bassin, et puis assez souvent qui remontent même jusqu'au cou, hein. Donc, à noter que ces exercices, toutes les pratiques psychocorporelles intenses, elles ont tendance à mettre le patient dans un état de transe plus ou moins profond. Cette pratique, chaque fois que je la pratique en cabinet, le patient, sur la fin, est dans un état de transe. Encore une fois, légère ou profonde, mais il se passe des choses. Il se passe des choses parce que notre corps tout entier est une mémoire, on est bien d'accord. Notre mémoire, ça n'est pas seulement l'hippocampe et quelques autres structures cérébrales. Non, c'est notre corps tout entier. Donc, on a mis ce corps dans un état de conscience modifié par ces pratiques corporelles inhabituelles et très souvent reviennent à la conscience des fragments de trauma. Le traumatisme, finalement, c'est un peu comme une mémoire qui s'est fragmentée et avec des morceaux qui sont partis à droite à gauche, dans l'inconscient, diront certains, dans une autre dimension, diront les chamans. Et tout l'enjeu, ça n'est pas du tout, finalement, d'éliminer quoi que ce soit par la thérapie. C'est tout le contraire. C'est de faire revenir les éléments qui sont disséminés et qui font que mon cerveau, mon être tout entier n'arrive plus à faire la synthèse, n'arrive plus à donner du sens à tout ça, n'arrive plus à replacer ces événements et ces situations correctement sur la ligne de temps. Donc, il faut refaire la synthèse, intégrer. Donc, ça signifie que, eh bien, ça se prépare et le moment auquel se déroule ce genre de pratique dans la thérapie, c'est très important, hein. On ne commence pas par ça. Il y a une phase de préparation. La préparation que nous préconisons, eh bien, consiste à apprendre aux patients une technique pendant un mois qui précède ce genre de séance, hein, une technique qui va lui permettre d'agir précisément sur ce retour de ces fragments traumatiques pour les intégrer. Si on le laisse seul face à ça, ça va simplement susciter de l'anxiété et à nouveau tout ça va être refoulé, pourrait-on dire. Euh, donc il s'agit là de lui apprendre quelque chose qu'il va pouvoir utiliser au moment où ces fragments du trauma reviennent à la conscience, et cette fois non pas pour les repousser, mais au contraire pour les intégrer. Voilà le principe. Donc en fait, c'est une sorte, oui, tu le dis d'ailleurs très bien, c'est une préparation douce qui permet Oui. une montée en puissance en quelque sorte. Euh, Alors, ben, je ne qualifierais pas ça de montée en puissance, c'est-à-dire mm, que le patient, au moment où ces fragments du trauma d'origine vont revenir à la conscience, il faut qu'il ait les ressources nécessaires pour pouvoir cette fois les intégrer. Parce que si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, finalement, dans le meilleur des cas, ça peut susciter une angoisse terrible, et dans le pire des cas, une retraumatisation. mm. Reconfronter un patient au souvenir traumatique sans rien faire de plus, ça conduit probablement à un renforcement du trauma. D'accord. Préparation, c'est-à-dire pour pouvoir accueillir les bouleversements quand ils vont se Oui, présenter. oui, oui.
Mm. Déjà à la fin de ce genre de séance, hein, des choses reviennent spontanément, parfois à la conscience, des émotions, des images, souvent des choses très archaïques, hein, d'ailleurs. Et, mais cette fois, le patient est dans votre cabinet, en sécurité, avec Mm. vous à ses côtés. Hein. Mm. C'est pas du tout pareil, précisément. Mais donc, comme ces remontées, si j'ose dire, de choses du passé peuvent aussi se produire dans les heures, les jours, les semaines qui suivent, il faut absolument qu'il ait appris ce qu'il doit faire pour cette fois intégrer et non pas éviter ou repousser à nouveau d'une façon ou d'une autre. Mm. Les résistances somatiques toujours, mais cette fois, cette question de la désomatisation qu'on a évoquée, donc dans le cas du figement post-traumatique, hein, eh bien, le trauma produit un affaiblissement de la conscience de soi, de la conscience corporelle. Alors, c'est un problème parce que finalement, ça va maintenir le patient à distance de ce sur quoi on travaille en thérapie. Mm. Par exemple, on a parlé d'émoussement émotionnel et sensoriel. Donc, si le patient a les plus grandes difficultés à parler de ses émotions, c'est un frein, bien sûr, en thérapie. On a parlé de l'alexithymie, le fait qu'il a peu de vocabulaire parfois pour qualifier ses émotions. Voilà, tous ces phénomènes, cette mise à distance, cette coupure finalement de la communication entre le corps et l'esprit, on pourrait le dire comme ça, eh bien, représente un peu un défi pour la thérapie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur un plan thérapeutique? Ben, d'abord, y voir clair, c'est-à-dire évaluer l'unité corps-esprit, appelons ça comme ça. Ça renvoie à la notion de dissociation, bien sûr, et au phénomène dissociation somatoforme, hein, qui se manifeste par des phénomènes corporels, physiologiques. Et puis surtout, ça concerne tous les thérapeutes, on va chercher à renforcer très progressivement et très prudemment le lien corps-esprit. Oui, la dissociation, c'est euh, cette rupture de la communication corps-esprit. Pour autant, ce mécanisme, il a du sens. C'est un mécanisme d'adaptation et souvent un mécanisme de protection, sans doute. Donc, il ne faut pas trop vite brusquer la nature, loin s'en faut. Hein. Donc, il va falloir y aller très progressivement, très prudemment. L'approche thérapeutique, elle va consister à travailler sur le corps en allant du moins confrontant vers le plus confrontant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du cognitif vers le sensoriel. Si je reste au niveau de la pensée, je ne suis pas très confrontant. Hein. Je suis plus confrontant si je suis au niveau du langage, des images, des émotions, et je suis le plus confrontant lorsque j'expose le patient à ses sensations, surtout lorsqu'il est très dissocié. Donc concrètement, on va parler du corps, agir sur le corps, mais en y allant tout doucement, en allant plutôt de l'enveloppe du corps vers le viscéral. Le principe consiste à renforcer les impressions sensorielles chez le patient, hein, tout en menant bien d'autres travaux psychothérapeutiques en parallèle, hein, entendons-nous. Mais surtout, on y va tout doucement, quoi. On fait finalement l'opposé de ce qu'on fait en sophrologie, au passage, où on va aller plutôt du viscéral vers l'enveloppe. Hein. On va susciter des impressions dans la musculature, les viscères, et puis ensuite, et puis ensuite, puis ensuite. Là, concernant ces sujets, on va plutôt procéder un peu à l'envers. Donc, les pratiques corporelles, pratiques thérapeutiques, là, elles vont suivre un petit peu ce principe. D'abord, on va chercher à mettre en sécurité le patient. Par exemple, si on cherche à renforcer chez lui la conscience du corps, ben on va commencer par augmenter la conscience des appuis.
les appuis au sol, en martelant le sol avec les pieds, par exemple, hein, ce genre de choses. On va ensuite renforcer les impressions sensorielles par des stimulations, par exemple en des contractions et des relâchements, hein, qui vont renforcer les impressions sensorielles dans mon corps. On va augmenter la réceptivité ensuite à ces impressions sensorielles. On fait ça comment? Ben, en faisant descendre la personne en onde alpha, éventuellement dans un léger état hypnotique comme on le fait en sophrologie. Et ensuite, on va renforcer la conscience de la zone corporelle à laquelle on s'intéresse par une lecture corporelle. On parle parfois d'un balayage. Vous voyez, par la parole, le thérapeute va balayer le corps et inviter le patient à balayer son corps. Et enfin, on va favoriser l'intégration de cet apprentissage, hein, de ces sensations corporelles, en faisant remonter le niveau de vigilance par la respiration. Voilà le principe général des pratiques corporelles qu'on peut utiliser pour euh, aller vers plus d'intégration, plus de présence, lutter contre la dissociation et les phénomènes de désomatisation qui souvent l'accompagnent. Je ne peux pas rentrer bien sûr dans le détail de ces pratiques corporelles, hein. Elles empruntent au bouddhisme tantrique, à la programmation neurolinguistique, à la sophrologie, au yoga, mais elles sont conçues spécifiquement pour traiter les questions de dissociation. Et puis enfin, les résistances psychologiques. Le phénomène, le phénomène de l'auto-sabotage, il est bien connu de tous les thérapeutes, hein. Mais mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. Donc, certains patients semblent saboter inconsciemment tout processus qui pourrait les mener à la guérison. Hein, vous avez sans doute eu affaire à ces patients qui font une séance chez un premier thérapeute, deux séances chez un autre. C'est-à-dire qu'ils ne font preuve d'aucune constance, si bien qu'ils ne peuvent en réalité s'attendre à aucun résultat, bien sûr. Donc, ils agissent comme s'ils ne souhaitaient pas obtenir de résultats. Si inconsciemment, je souhaite changer, mais que je ne parviens pas à le décider, eh bien, c'est probablement qu'inconsciemment, j'ai pris la décision de rester là où je me trouve. Mais la question, c'est pourquoi? Bah, sans doute en raison, d'une part, de croyances inconscientes qui sont relatives à ma capacité à changer ou à mon droit au changement, hein. Certains patients entament une thérapie en se disant de toute façon, ça marche pour les autres, mais pour moi, c'est sûr, ça ne va pas le faire. Et puis, deuxième raison, plus connue hein, peut-être, la peur de perdre un bénéfice. Alors, le bénéfice en question, il est tangible ou symbolique, hein, on va le voir. Donc, le fait de conserver son trouble, de ne pas guérir, de ne pas évoluer, eh bien, c'est quelque chose qui peut offrir des bénéfices. Et donc, les résistances qui vont s'opposer au bon déroulement de la thérapie, ben, finalement, ils proviennent de la peur inconsciente de perdre ce bénéfice. Deux exemples. D'abord, la peur de perdre un bénéfice tangible. Bah, imaginons, je me maintiens à distance de mon travail, qui ne me convient plus, en conservant ma sciatique. Je souffre d'une hyperinflammation du nerf sciatique, je fais tous les thérapeutes de la place, rien ne bouge. Puis finalement, on s'aperçoit que ce travail me donne satisfaction aujourd'hui parce qu'il satisfait peut-être mon ego, je suis respecté dans mon travail, et puis peut-être aussi mon portefeuille, donc tout le monde est content, hein. Et en même temps, il y a une part de moi qui ne supporte plus les valeurs de ce milieu professionnel. Le client roi, l'excellence, la compétition. J'étais passionné par tout ça quand j'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 45. Et finalement, je me sens un peu étranger à tout ça.
Mais ça reste inconscient. Peut-être que je ne me suis pas encore avoué, en quelque sorte, que, il va falloir que je change de travail. Donc une partie de moi veut conserver ce travail et une autre partie, plus inconsciente, c'est qu'il va falloir en changer. Et l'inconscient va manifester finalement ce conflit interne au travers de ma sciatique. Tant que je souffre de cette sciatique, je ne peux plus faire ces déplacements en voiture que m'amenait à faire mon travail. Donc du coup, la thérapie, évidemment, va patiner, hein. Il ne faut pas que je guérisse finalement. Il faut que je reste à distance de ce travail. La peur de perdre un bénéfice symbolique, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça, c'est un exemple vécu, on va dire, en cabinet. Un homme qui reste dans une relation triangulaire avec sa femme et sa maîtresse très jeune. Cette situation fait souffrir tout le monde. Sa femme est malheureuse, on imagine. La maîtresse est malheureuse parce qu'elle sait que tout ça n'aboutira à rien. Et lui, au final, se sent extrêmement coupable, fait souffrir tout le monde. Pourquoi? Ben parce que il reste dans l'illusion de sa jeunesse perdue. C'est-à-dire que cette relation avec cette maîtresse très jeune lui donne un peu le sentiment que tout est encore possible, hein. Donc il reste dans cette relation triangulaire parce que elle le fait souffrir et en même temps lui apporte ce bénéfice symbolique, rester dans l'illusion de sa jeunesse perdue. Et on pourrait le dire autrement, hein, cette relation tient à distance son angoisse de mort qui, à son âge, commence à poindre. Voilà, donc il y a bien d'autres catégories de résistance psychologique au changement. On parle parfois d'inversion psychologique aussi. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais ce sont des catégories de résistance psychologique que l'on traite, que l'on aborde notamment dans le cadre de la formation. Et puis, des résistances inconscientes, donc relatives à mon aptitude au changement. Je pense que je ne peux pas guérir. Donc, je les ai formulées. Quelques exemples. Je ne peux pas guérir. Je ne mérite pas de guérir. Ce qui fonctionne avec les autres n'aura pas d'effet sur moi. Et puis, on a, pour les gens qui souffrent en particulier de troubles de l'attachement, hein, mon thérapeute n'aura pas la volonté ou la ténacité nécessaire pour m'aider à guérir. Ce qui renvoie à des questions aussi d'estime de soi, hein. Je n'ai pas suffisamment de valeur pour que quelqu'un puisse réellement s'intéresser à moi. Donc on imagine bien que toutes ces croyances vont faire obstacle, hein, au bon déroulement de la thérapie. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ça? Dans cette euh, formation qui vous sera proposée, on procède de la façon suivante. On a d'abord une liste assez exhaustive des grandes catégories de résistance. Et on va tester un ensemble de propositions avec ce qu'on appelle le test musculaire. Le test musculaire, ça vient de la kinésiologie, hein, mais ça paraît extrêmement étrange aux yeux de certains. En fait, c'est une forme de biofeedback, c'est-à-dire que on va utiliser la résistance musculaire, la résistance du deltoïde le plus souvent, pour juger si la proposition qui est faite au patient euh, touche juste ou pas. Donc, on va, par exemple, formuler cette croyance, je ne mérite pas de guérir. Et juste après l'avoir formulée, on va exercer une petite pression sur le bras du patient qui est tendu devant lui. Eh bien, le tonus musculaire va varier en fonction de la résonance inconsciente de cette proposition. Là, Ça peut c'est pas. intéressant parce que Oui, c'est une façon, en fait, de faire une transposition psychologique, corporelle, en fait. En quelque sorte, oui, on a un outil, en quelque sorte, un marqueur corporel d'un oui, problème psychologique. tout à fait, tout à fait.
Encore une fois, quand on ne le pratique pas, ça paraît mystérieux, étrange, mais je vais vous prendre juste un exemple. Imaginons que je suspecte que la fibromyalgie que j'observe chez une patiente soit liée au fait que son mari l'a trompée il y a 5 ans. Parce que la fibromyalgie a démarré dans les mois qui ont suivi cet adultère de son mari. Bon, je n'en ai pas la certitude, hein, mais j'explore. Je vais passer en revue un certain nombre de propositions. Vous voyez, je ne peux pas guérir, je ne mérite pas de guérir, guérir ne m'apportera rien, celle-là et bien d'autres. Et puis tout d'un coup, je vais dire quelque chose comme euh, une part de moi ne veut pas guérir parce que cette maladie est une façon de punir mon mari qui m'a trompé. Et j'appuie. Alors, on peut aborder ça avec plus de délicatesse, mais pour le coup, la délicatesse ne serait sans doute pas aussi efficace sur un plan thérapeutique. C'est-à-dire que vous allez là, si vraiment vous avez visé juste, voir une réaction complètement différente. C'est-à-dire que là, le tonus musculaire va être très fort tout d'un coup, hein, parce que l'on se calibre, je ne rentre pas dans les détails, mais précédemment, on peut imaginer que le tonus musculaire était assez faible parce que les propositions ne résonnaient pas comme juste chez cette personne. Et tout d'un coup, vous amenez ça. Et là, vous sentez une résistance musculaire totale. Il y a peu de chances que ce soit le fait du hasard. Voilà. Voilà le principe, hein. Donc, on repère les croyances limitantes, on va noter à chaque fois, lorsque la réponse musculaire a été significative. Et puis ensuite, on va traiter ces croyances limitantes. Alors, on peut le faire avec de l'EFT, des techniques de libération émotionnelle, avec de la thérapie intégrative avancée ou avec d'autres approches. Nous, on le fait en l'occurrence avec de l'EFT. Donc, ça veut dire que les gens qui ont déjà fait de l'EFT ont une petite longueur d'avance et les autres, on va leur apprendre les rudiments de l'EFT, tout ce qui sera nécessaire simplement pour identifier et traiter ces résistances inconscientes au changement. Et pour terminer, quelle place accorder au traitement de ces résistances dans la démarche thérapeutique? Première réflexion, en thérapie, généralement, et notamment quand on parle de traitement des traumas, mais pas seulement, on considère que avant de rentrer dans le vif du, du- du traitement thérapeutique, il convient d'aménager ce qu'on appelle une phase de stabilisation. Ben, finalement, la phase de stabilisation, hein, ça consiste sans doute à traiter toutes les résistances qu'on vient d'évoquer, et en particulier les résistances neurovégétatives. Donc, est-ce que le cœur de la phase de stabilisation, en particulier celle qui précède le traitement des traumas, ça ne consisterait pas à traiter les résistances neurovégétatives, musculaires et psychologiques, hein? Mais j'ouvre le débat. Sans doute y a-t-il d'autres aspects à cette phase de stabilisation, bien sûr, mais sans doute doit-elle mener à au moins un système nerveux autonome à l'équilibre, quels que soient les moyens par lesquels on y parvient. Ils sont sans doute multiples. Dans quel ordre progresser finalement, hein? Quelle serait au final la bonne chronologie des opérations? Tout ça est éminemment discutable et bien évidemment, il n'y a pas une règle absolue qui fonctionne dans tous les cas. Nous sommes d'accord. Sans doute, dans un premier temps, faudrait-il s'occuper donc de rééduquer, on peut le dire comme ça, le système nerveux autonome. Le mot rééducation me semble assez adapté, c'est-à-dire que je ne vais pas faire revenir à l'équilibre le système nerveux autonome avec une manipulation quelconque en cabinet une fois tous les mois.
il faut forcément, c'est un apprentissage auquel il faut, un réapprentissage auquel il faut soumettre le système nerveux autonome. Donc, ça va passer par des pratiques en cabinet sans doute et une invitation du patient à pratiquer quelque chose quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. La plupart le font, hein, mais pas tous, bien sûr. Donc, sans doute que c'est la première étape. Deuxième étape, bah, traiter les verrous somatiques. On l'a évoqué, éliminer les tensions chroniques dans la musculature profonde. Maintenant que le système nerveux autonome est un peu à l'équilibre, un peu plus, en ayant aussi en tête que il faut une approche sans doute pluridisciplinaire pour faire tout ça correctement, hein. Donc, par exemple, ne pas hésiter à adresser le patient à un ostéopathe dans certains cas, par exemple. Troisième étape, traiter les résistances psychologiques au changement. On a vu qu'elles étaient assez largement le produit de ce qu'on voit là au-dessus. Donc, le traitement des résistances psychologiques peut intervenir à ce stade-là. Point 4, le traitement des traumas, mais seulement à ce stade-là. Point 5, les résistances, traiter les croyances limitantes. Alors pourquoi là les croyances limitantes? Je sais bien que dans certaines formes de thérapie, hein, on travaille très vite, voire tout de suite, sur des croyances limitantes. Ça ne me paraît pas euh, judicieux parce que ces croyances, je ne me suis pas réveillé ce matin avec. Elles ont une histoire. Elles sont le produit de traumas. Point 6, on peut commencer là à développer les capacités. C'est-à-dire qu'en gros, dans la phase précédente, on était dans de la thérapie au sens libérer des entraves, traiter des traumas, des croyances limitantes, donc faire sauter des entraves. Et c'est lorsqu'on a fait sauter ces entraves, et seulement à ce moment-là, qu'on peut entrer dans une phase qui s'apparente davantage peut-être à du développement personnel, au sens de développer de nouvelles capacités. Capacité au lâcher-prise, à la confiance en soi, à l'expression des émotions. Mais vous voyez, par exemple, développer sa confiance en soi tant qu'on reste sous l'emprise de traumatisme, ça va être difficile. Et puis enfin, dans l'idéal, point 7, à titre indicatif, hein, trouver une façon de maintenir le patient dans une dynamique d'évolution, et ça ne passe pas uniquement par des techniques thérapeutiques, hein. Voilà, j'ai noté Qigong, bouddhisme qui est aussi finalement une forme de thérapie, si l'on en croit Bouddha, puisqu'il parlait de son enseignement en disant c'est une médecine de l'esprit. Mon enseignement est une médecine de l'esprit. Alors, vous voyez, médecine de l'esprit, psychothérapie, en tous les Est-ce cas, que, une méthode qui vise à aller vers la meilleure version possible de nous-mêmes, et qui vise à s'améliorer. Mais c'est celle-là et d'autres, hein, bien sûr. Philippe, ce que cette diapo m'inspire, c'est que souvent, quand moi je fais noter les objectifs que souhaitent atteindre les personnes dès la Séance. première séance, en fait, ils énoncent le point 6 en fait. Je veux lâcher prise. J'ai des Hum. difficultés à lâcher prise, j'ai un problème de Oui. confiance en moi, et je sens bien que des fois, enfin, plus que des fois, même souvent, puisque je viens vous voir, au niveau de mes émotions, je me sens bloqué. Hum. Donc, en fait, les objectifs avancés, c'est souvent les objectifs du point 6. Alors, du coup, en fait, ça suscite, en tout cas à l'intérieur de moi, plein de questions. Est-ce qu'il faudrait leur dire que eh ben, c'est le point 6 en tout cas. C'est qu'il Alors, va y moi, avoir un chemin, il y a un cheminement oui, pour ça en tout cas. oui, ça veut dire sans doute que la psychopédagogie
ça a beaucoup d'importance. Mm. Personnellement, il m'arrive très souvent de faire un petit schéma qui n'est pas évidemment de ce niveau de complexité, hein, mais simplement pour évoquer le lien, par exemple, entre le trauma, le dérèglement du système nerveux autonome, et puis peut-être les croyances d'aujourd'hui, les problèmes de confiance en soi et autres. Et pour indiquer par là que si on veut être efficace sur cette question de la confiance en soi qui mobilise, qui concerne beaucoup enfin, qui correspond à beaucoup de demandes de patients, eh bien, il y a quelques préalables, quoi, hein. Mm. Finalement, la thérapie, je crois que ça peut être euh, ou cosmétique ou être une véritable thérapie, quoi. Cosmétique, ça signifie que on peut bien sûr agir sur la peau en la retendant par un lifting, par exemple, mais on n'agit pas sur le processus du vieillissement. Mais on peut dans certains cas s'en contenter, pourquoi pas. Mais bien sûr, pour que les changements soient profonds et durables, je crois qu'il faut souvent agir à la racine, à l'origine des problèmes. Ben écoute, Philippe, merci Merci à toi, infiniment Daniel. pour ce développement très précis. C'est à la fois très, très, très profond, je trouve, et c'est un balayage qui me semble vraiment très étendu et on peut aborder comme ça sous des aspects qui sont peut-être souvent méconnus, ce système nerveux autonome. En fait, Mhm. qu'on utilise tous, en fait, ou qui nous utilise à notre insu, merci de nous avoir montré combien il est important d'en tenir compte pour le processus thérapeutique. Merci à vous, merci à toi, Daniel, et bonne soirée Au revoir, ou bonne Philippe, journée. Au et à revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.